Bonjour, donc Frédéric, Objectif BBC, donc dans le 92. On est sur différents secteurs, puisqu'on est agréé sur différents secteurs en fait. Euh, alors, tout ce que vous avez dit, a priori, je pense le faire correctement en tout cas. Par contre, ce qu'on constate assez souvent, puisqu'on est sur différents départements, c'est que en dehors des documents obligatoires, certains départements peuvent en demander d'autres supplémentaires. Alors nous, on a pris le parti en fait de faire une liste exhaustive de tout ce qu'on nous demande partout et de l'imposer à tous les clients partout, quel que soit l'endroit. C'est vrai que c'est un petit peu plus pénalisant parce qu'il y a des fois où on demande peut-être des choses à certains clients dont on ne va pas forcément avoir besoin pour l'instruction, mais en tout cas, on les demande de manière à avoir le dossier le plus complet possible, au-delà de ce qui est obligatoire. Et malgré tout, on peut constater qu'il y a certains départements, alors pas dans le 92, mais par exemple dans le 77, en Île-de-France, il y a des délais qui sont extrêmement longs. Moi, j'ai entre autres un dossier qui a été déposé en juillet et dont on n'a toujours pas de nouvelles. Je n'ai pas de souci de liaison. Contrairement à mon collègue tout à l'heure, on arrive à vous avoir, je dirais, assez facilement. C'est même assez fluide et très rapide. Donc ça, là-dessus, aucun souci. Quel que soit le département où on a eu des questions, on a eu des réponses assez rapidement. Par contre, il y a des fois où on ne sait pas du tout pourquoi le dossier n'a toujours pas été traité en 6 mois, quoi. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une réponse? Est-ce qu'il y a moyen? Parce que ce que vous disiez tout à l'heure, le fait de ne pas annuler les dossiers au bout de 3 mois, c'est quelque chose qui est écrit. Je ne sais plus sur quel est le courrier qu'on reçoit ou que le client reçoit, mais que en fait, on lui indique que s'il n'a pas de réponse sous un certain délai, la demande est considérée comme annulée. Et donc, ça inquiète particulièrement les clients. Forcément, après, quand on arrive aux 3 mois ou qu'on les a dépassés, les clients nous rappellent en nous disant qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais avoir mon aide? Voilà, quoi. On ne peut pas vraiment répondre pour la délégation. Oui, Notre j'entends bien, mais est-ce qu'il y aurait un moyen de savoir Vous relancez. Je pense qu'il faut Oui, relancer. oui. S'il y a un problème, essayer de savoir l'instructeur en charge. Généralement, c'est par. On découpe les départements par territoire. Je ne sais pas si dans le 77, ils fonctionnent comme ça. Ouais, mais c'est souvent. Enfin, dans le 93 aussi, donc oui. Pourquoi pas. Et du coup, où il y a un instructeur qui est en charge de ce type de dossier ou quoi, et savoir peut-être qu'il a constaté quelque chose, qu'il a envoyé un mail à la mauvaise adresse et que lui, il est en attente de pièces de son côté. Enfin, c'est possible qu'il y ait un élément bloquant ou... Il y a eu... Je sais pas, mais souvent, c'est long, donc c'est souvent que c'est qu'il y a une raison quand même. Oui, et puis ça peut être aussi simplement parce que pour un dossier, il est passé... Ouais, il n'a pas été noté et il a été... Il est un peu, malheureusement, ça arrive pour un dossier qui puisse être oublié sans... 77, a priori, je ne suis pas le seul. Non, mais d'accord. Moi, on travaille que sur le 77. L'ANA a eu de gros problèmes avec les 3 quarts de l'équipe qui sont tombés malades. Et il y a pratiquement eu plus personne. Donc là, ils ont plus de 3 mois de retard. C'est en train de se résorber parce que depuis à peu près un mois, l'équipe est revenue. Mais ils ont eu ça a été très problématique. Enfin, voilà. Ah voilà, donc là, on voilà. sait que c'est un problème de... S'il n'y a personne, il n'y a pas d'instruction. Bonjour. Du coup, je suis venue de... Ah oui. Bonjour, je suis venue de Marseille. Je sais pas si on est nombreux à être venus. Ah, super. Bon, ben voilà, on est dans un contexte urbain assez tendu, dont on a fait déjà, je pense, assez polémique. Et là, je m'interrogeais justement sur un rapport qui a été rendu par un bureau d'études sur un appartement sur lequel j'ai travaillé en tant que cabinet d'économiste à la construction avant tout, où on préconisait en fait de l'isolation thermique par l'intérieur parce que l'extérieur c'est pas possible par rapport aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Et le propriétaire a vachement insisté en disant que l'isolation par l'intérieur n'était pas propice à son cas parce qu'il n'avait pas d'inconfort, etc. Enfin, il y a eu plusieurs arguments. Il aurait pu bénéficier d'un parcours au geste par geste, mais non, le bureau d'études a voulu vraiment insister sur ce parcours Mon accompagnateur rénove au global.
pour aider à faire des travaux. Et c'est vrai que maintenant, par rapport à ce cas-là où bon, il va y avoir finalement de l'isolation par l'intérieur, tous ces cas-là où il y a des contraintes architecturales, patrimoniales, et où finalement on va faire de l'isolation par l'intérieur, ou alors où les dossiers sont arrêtés, vous, à l'ANA, est-ce que vous avez prévu de collaborer avec peut-être l'architecte des bâtiments de France, ou parce que c'est compliqué de réhabiliter le bâti ancien quand il y a beaucoup de contraintes de ce type. Bah, il y a eu un... Alors, nous, on n'a pas trop d'avis à donner ou de conseils parce que c'est pas notre métier. Il y a l'ANA qui a fait des webinaires sur la rénovation du bâti ancien. Il y a des documents ressources sur l'Extra-Rénov, sur la rénovation du bâti ancien. Après, on n'est pas architecte. C'est dur, on ne peut pas donner des conseils qu'un architecte donnerait en tant que... c'est un peu... Oui, non, mais j'entends, mais je disais juste que on voit dans ces primes de rénovation énergétique vraiment une aide pour une population qui parfois a vraiment besoin de rénover son intérieur. Et quand les contraintes du PLU ne le permettent pas, en fait, il y a tout un dossier et un process qui peut se bloquer. Ou alors on va favoriser l'isolation par l'intérieur, et donc finalement moins optimiser l'espace. Donc moi j'ai bien vu toutes ces ressources en ligne, j'ai essayé de me renseigner. Après oui, je pense que ça demande une expertise, où justement avec l'ALEC à Marseille on a décidé de travailler dessus. Mais voilà, c'était pour... Le sujet justement, c'était la question, le discours qui était un peu tenu tout à l'heure, c'est-à-dire dans le parcours du ménage, bien passer par l'espace conseil France Rénov, qui est implanté sur le territoire dans un premier temps et qui peut déjà alerter le ménage sur les contraintes à la fois en termes urbanistique au niveau du PLU, et puis s'il intervient, si son logement se situe dans un secteur classé, l'alerter sur les contraintes qu'il va rencontrer dans son parcours de rénovation urbaine, avant véritablement de mandater un bureau d'études qui va élaborer un projet, mais qui finalement ne pourra pas être mis en ordre car non conforme au PLU, par exemple. Alors, justement, sur cette question patrimoniale, moi j'aime bien utiliser le mot contexte ou avantage architectural plutôt que contrainte, parce que c'est quand même chouette d'avoir des beaux bâtiments et des belles façades, et on est quelques architectes dans la salle ou quelques amoureux du patrimoine, et je pense que ça, il faut le défendre. Ce qu'on constate au quotidien dans les projets, c'est qu'il y a un gros manque de connaissances et de diagnostic et d'approche énergétique du patrimoine. Dans les projets, quand on essaye de faire valoir ce qui est inscrit dans la loi, qui est les dérogations architecturales sur les valeurs R des isolations qui sont proposées, les retours que j'ai pour avoir demandé aux collègues normands, aux collègues région Lorraine, enfin d'autres collègues, les demandes de dérogation, c'est-à-dire des projets de rénovation globale avec certaines parois qui n'atteignent pas le R demandé, ça ne passe jamais. Eh bien, chouette. Alors, en copro peut-être, en habitat individuel, c'est vraiment l'écueil que tout le monde redoute, c'est d'avoir monté le dossier, d'avoir travaillé une demande de dérogation et qu'elle soit systématiquement refusée, alors que c'est inscrit dans la loi qu'on peut argumenter d'une dérogation architecturale. Alors j'ai eu un dossier, c'était une copropriété, mais bon, après c'est un peu le même principe. Il y avait eu un avis ABF qui avait été négatif pour le projet, et donc cet avis a permis de demander une dérogation, et la dérogation elle a été acceptée avec un R minimum pour l'isolation. Super.
Et ce que je voulais souligner aussi, c'est que dès qu'on parle de rénovation énergétique, on est sur ITE, 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 ITE. L'ITE prend toute la place. Et il y a beaucoup de bâtiments, notamment dans le bâti ancien, avec des maçonneries de plus de 35 cm d'épaisseur, qui ne sont pas du tout les bons supports pour faire des ITE. C'est pas une bonne solution énergétique. Et il y a tous les autres postes de travaux à travailler, de la toiture, de la bonne ventilation, de la régulation hygrométrique. Et il y a des solutions intérieures en fine épaisseur de type correction thermique, chaud-chanvre, chaud-liège, etc., qui sont adaptées aux maçonneries épaisses et qui se font à l'intérieur de façon beaucoup plus pertinente que par l'extérieur. Donc, ouf, on peut sauver le patrimoine. C'est la bonne nouvelle du jour, quand même. Alors justement, Pass Réno Habitat est là pour vous accompagner. C'est la page de pub. Personnellement, et avec Florent et avec Gabriel, on est plusieurs à être super fervents des solutions qui sont en l'occurrence biosourcées. Parce que pour faire ces corrections thermiques et travailler le bâti ancien, il faut savoir utiliser les biosourcés. Et donc les ateliers techniques, les rendez-vous, et nous en tant qu'interlocuteurs référents pro, on accompagne les professionnels et on référence volontairement des entreprises qui savent proposer ça. Donc on y travaille. On a fait un atelier sur le chaud-chanvre qui a eu un grand succès et on vous invite à vous intéresser à la programmation de Pass Réno Habitat parce que c'est vraiment l'occasion de partager ces connaissances-là, justement. Ça va, j'ai bien fait la page de pub. Hein. J'en profite, juste en termes de méthodologie par rapport aux demandes de dérogation, moi ce que j'ai opté dans ma pratique, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, avant même de signer un contrat, je fais un espèce d'audit du ménage, on va dire une grosse analyse des qualifications du ménage. Lors de ces premiers entretiens, on oriente déjà beaucoup les souhaits de projet, les souhaits d'un certain confort, de qualité. Et lors de ces entretiens, moi j'ai pu, dans certains cas de figure, identifier la volonté de faire des types d'isolation spécifiques qui sont en demande de dérogation. Donc ça, c'est une première étape de l'identifier en amont. Et ensuite, moi, ce que je fais lorsque c'est des ménages TMO, MO, je contacte avant même de signer un contrat, avant même d'engager quoi que ce soit, je contacte l'instructeur local. Et je lui explique, je dis, j'ai un ménage qui est dans votre secteur. Si on se met d'accord sur ce que l'on souhaite proposer, est-ce que vous accepteriez cette dérogation ? Ce n'est pas la peine d'aller dans le mur, en fait. Et donc, déjà, c'est très bien reçu par l'ANA d'avoir cette approche en amont, de les consulter et d'essayer de collaborer en fait, au service du ménage vers un certain type de projet. Et ensuite, en fait, on les engage dans le processus. En fait. Des fois, pour eux, c'est expérimental. En fait. C'est des méthodologies, c'est des postes de travaux qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils connaissent mal. Et en fait, on va essayer d'étayer et de constituer un dossier qui se tient par la suite, mais ça se fait en collaboration. Donc notamment, par exemple, moi je travaille sur un projet, alors celui-là il coche toutes les cases, c'est de l'autoréhabilitation. On a un bâti ancien, dans des murs en terre, dans laquelle on va faire de l'isolation en paille, des combles perdus. Autoréhabilitation, je ne sais pas si je l'ai dit, voilà, en tout cas. Et donc du coup, forcément, moi, donc le client, c'est quelqu'un que je connais bien, j'ai dit, attends, ça coche beaucoup de cases. Donc on a appelé la délégation, donc c'était, c'est dans la ville de Muret, donc ils sont Espace Conseil France Rénov, ils sont MAR aussi, dans ce secteur, il y a une multicasquette. Donc l'instructrice qui va s'occuper de notre dossier, on a dit, voilà comment il faudra constituer le dossier pour qu'il soit recevable. On va se mettre d'accord sur certains matériaux, oui, non, et comment, et avec quel document l'appui. Et je pense que cette méthode d'anticiper au maximum, en fait, quand tout le monde est d'accord et qu'il y a un échange, derrière, ça passe. En fait, je pense qu'il faut pas se risquer à signer un contrat, démarrer un audit, vendre du rêve et finalement se rendre compte qu'en face, on ne s'était pas calé sur les mêmes exigences. Il y a plein de questions. Oui, non, rapidement, c'était par rapport tout à l'heure quand Madame disait sur les matériaux biosourcés, les choses sont en train vraiment, je pense, de se démocratiser ou de se généraliser. Il y a des nouveaux matériaux, il y a Saint-Gobain, enfin, je ne sais pas que c'est la pub à Saint-Gobain, mais en tout cas, quand on va à Batimat, on voit que des industriels qui avant étaient plutôt sur des matériaux de synthèse commencent à s'intéresser aux biosourcés et je pense qu'on peut
peut-être espérer que dans quelques années, les choses vont être On plus... espère, hein. Nous, Ah. on aimerait bien voir ça sur les devis. Non, mais on est d'accord, il y a des problèmes de mise en œuvre. Mais bon. Ah, ça, c'est un autre sujet, mais on commence à... Ouais. Enfin bon. Il y a toujours... chaque jour, je pense, qui passe, il y aura davantage de matériaux. Par rapport à ce que disait madame sur les difficultés en périmètre sauvegardé et autres, les rénovations, nous, alors là, je presse pour notre paroisse, mais on invite les ménages et également donc les ALEC qui seraient sollicités par des ménages avec ces caractéristiques-là, à peut-être orienter vers des architectes, ou plutôt des mares architectes, qui ont déjà une habitude de tout ce qui est lecture des obligations de PLU et autres, et puis également une habitude de discuter dans les projets avec les architectes de ABF pour faire en sorte que le projet de rénovation capote pas en cours de route. Donc je pense sur des projets vraiment spécifiques, à forte dimension patrimoniale, ne pas hésiter à prendre des architectes MAR. En tout cas, nous, c'est ce qu'on préconise. On va passer comme ça et on va reculer un peu. Bonjour. Alors moi j'ai deux questions. La première elle concerne l'ANA et Solia. Sur certains territoires qui sont occupés par les PIG et les OPA, on se pose la question parfois si des mares privées peuvent aussi intervenir sur des missions et si les aides locales sont quand même données aux ménages à des mares privées. On a eu des sons de cloche un peu différents sur plusieurs territoires. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez une réponse à cette Le son de question cloche, il a été clarifié, je crois, il y a 2 ans. Donc, les mares peuvent très bien faire des dossiers sur les territoires d'OPA. L'OPA ou le PIC, c'est un peu un contrat d'objectif entre l'État, une collectivité et un opérateur. Ça n'empêche pas qu'un autre opérateur, enfin un autre MAR, puisse intervenir sur le territoire. Le titulaire du marché a d'autres missions que uniquement faire des dossiers MAR. Il va intervenir sur la commune, sur différentes communications. Et oui. Et donc, ça n'empêche pas, il n'y a pas du tout de problématique de financement. Les aides complémentaires locales aussi, on peut... pour les aides complémentaires, alors si c'est sur je ne sais pas si les aides conditionnées, si ça concerne le territoire en tous les entier. départements. Par exemple, les aides les aides de la commune, GPSE. Par expérience, ça dépend des communes. Il y a des communes qui acceptent et des communes qui veulent pas. Sur les cofinancements, Donc on ne peut pas se prononcer. Hein. Chaque collectivité a son règlement d'aide qui lui est propre. En tout cas, pour les aides de l'ANA, un ménage est éligible aux aides de l'ANA, peu importe le MAR qu'il choisit n'a pas d'impact sur son éligibilité. Ok. Et ma deuxième question, c'est par rapport au périmètre d'intervention. On sait qu'on a l'agrément sur le national, mais le référencement, est-ce qu'il est prévu des choses pour augmenter le périmètre changer le périmètre de référencement de MAR? Alors, je vous avoue que je ne sais pas. Nous, on n'est pas du tout au niveau des agréments MAR. Hein. C'est le siège, donc je ne pourrais pas vous répondre. Antoinette Le Bouteiller, architecte et MAR. Alors j'ai deux questions. J'ai une première question, c'est lorsqu'on a un logement qui n'est pas décent, est-ce qu'on a besoin d'un agrément supplémentaire pour traiter le dossier ou il n'y a pas d'agrément, il n'y a pas... Il faut qu'il soit décent après travaux. Oui, mais est-ce que... Parce que moi, j'ai un prospect qui me demande si j'ai l'agrément pour traiter un logement qui n'est pas décent. Je ne sais pas s'il y a est-ce qu'il y a besoin d'un agrément supplémentaire. C'est voilà. ce que je sais pas vous disiez répondre sur le MAR renforcé. C'est l'orientation vers le MAR renforcé quand D'accord, donc j'ai pas la situation de l'habitat nécessite
un MAR renforcé. Je n'ai pas tous les critères en tête, mais... La grille de détérioration. La grille de dégradation. De toute façon, il n'y a que certains MAR qui sont habilités à faire des grilles de dégradation. Donc, si vous n'êtes pas habilité, il faut être MAR renforcé pour pouvoir être habilité à faire des grilles de dégradation. Ou pour un logement qui serait sous arrêté d'insalubrité, voilà, notamment. Donc là, effectivement, il faut avoir une habilitation, il faut être MAR renforcé pour pouvoir intervenir. Ouais. D'accord, merci. Et ma deuxième question, c'est par rapport à la loi de finances. Est-ce que, du fait que la loi de finances n'est pas votée, on ne sait pas quand est-ce qu'elle sera votée, est-ce que ça va retarder le traitement des dossiers? Est-ce qu'on va attendre plus longtemps que la loi de finances soit votée pour avoir vos premiers retours pour 2025, ou qu'est-ce qui va se passer? Alors, pour juste avoir en tête le processus un peu d'instruction de l'ANA, donc là, on a fini la fin de gestion en décembre 2024. Sur le premier mois de l'année 2025, on fait les paiements. Et en gros, on va reprendre, on va reprendre un peu l'instruction des demandes de subvention en tant que telles, donc un peu en temps masqué au sein de la délégation locale de l'ANA. Je pense que c'est pareil dans toutes les délégations locales. Et puis, on va engager notifier officiellement l'octroi de subvention au fur et à mesure que les crédits nous seront délégués. Habituellement, ils sont délégués en février-mars de chaque année. Là, dans le cadre du contexte budgétaire bien particulier actuellement, on n'a pas vraiment de visibilité sur le moment où, en gros, nous serons autorisés à cliquer dans le logiciel de l'ANA pour notifier officiellement la subvention. Si vous voulez, voilà, nous, sur notre travail, on continue l'instruction. On continue, à mon niveau, la validation technique. Après, la question de savoir, c'est quand est-ce que j'aurai officiellement le droit de cliquer pour engager officiellement et sur un plan financier la subvention. Quand on aura notre enveloppe budgétaire. Voilà, et on ne sait pas quand. Habituellement, l'enveloppe budgétaire nous est communiquée nous est transmise à nos subdélégués en plusieurs étapes. Là, étant donné l'absence de loi de finances, on n'a pas de visibilité là-dessus. Voilà. Février-mars, c'est dans quelques jours. C'est les autres années. C'est les autres années. En temps normal, je sais pas, c'est 25% qui est délégué, voilà. Là, cette année, on n'a aucune visibilité. Donc dans quelques jours, on ne sait pas si tout s'arrête ou... Ah non, ce ne sera pas dans quelques jours, mais c'est... Il n'y a rien qui s'arrête. Ouais, nous, à notre niveau, il n'y a rien qui s'arrête. Par contre, l'engagement financier, c'est l'essentiel, je suis d'accord. Voilà. Pour l'instant, non, il n'y a rien qui s'arrête. Voilà. Et ça, on n'a aucune réponse. L'engagement financier pour vous, c'est la validation. Demandez les micros, s'il vous plaît, pour pouvoir... Demandez les micros, comme ça on peut... C'est la validation de la demande de subvention. C'est la première étape. Voilà. Ouais. J'avais une question. Donc, j'ai compris que vous aviez une certaine liberté au niveau local à apprécier des situations, d'avoir des critères d'instruction, etc. Par contre, nous, on voit... alors moi, je suis de l'Oise, un département où on ne connaît pas le visage de la DDT et on ne les a jamais rencontrés. Par contre, à la lecture des arrêtés de 2023 sur l'émission des MAR et l'organisation du MAR et des webinaires qui avaient été faits en 2023, nous, on avait compris que les DDT, elles allaient intervenir quand même dans le rôle de chef d'orchestre, d'animer, de faire une animation territoriale avec la mise en place de COPIL, avec les collectivités, les espaces France Rénov', etc. Ma question, c'est est-ce que ça, c'est des directives que vous avez reçues ou est-ce que j'ai mal interprété les textes? Est-ce que les DDT ont reçu cette information-là, toutes les DDT? Est-ce que c'est une obligation que vous avez ou parce qu'il y a des territoires où il ne se passe pas grand-chose et donc les secteurs programmés, on ne sait pas, voilà. Les MAR renforcés, on ne sait pas qui ils sont. Il y a un gros flou quand même. Ça dépend de l'ampleur des délégations locales de l'ANA dans les différentes DDT. D'accord, mais vos missions réglementaires, c'est sur l'animation territoriale. La délégation, les délégations locales comptent un certain nombre d'effectifs. Dans d'autres départements, ce sont des départements qui sont moins bien dotés. Donc effectivement, ça impacte le rôle, ça impacte l'implication, ça va impacter le degré d'implication locale des DDT dans l'animation
de la communauté des mares, etc., du dispositif France Rénov dans son ensemble. Nous, voilà, je sais que dans la délégation du 92, on a à cœur assez 2-3 fois par an d'organiser un peu des clubs opérateurs, justement, où c'est l'occasion un peu de réunir l'ensemble des mares pour partager les bonnes pratiques, communiquer sur nos attentes, faire les bilans des années précédentes, de l'année écoulée, etc. Voilà, d'autres départements sont, oui, effectivement, peut-être pas en capacité de autant s'investir. Mais donc, c'est bien une mission qui vous est attribuée? Oui, c'est une mission. Mais vous savez, les DDT ont un champ de mission absolument colossal. Donc voilà, ils sont amenés à prioriser sans doute. Juste une remarque par rapport à la question de Madame tout à l'heure. Pour certains territoires de la métropole où il y a des dispositifs locaux spécifiques d'aide ou d'accompagnement comme les PIG, alors le PIG est une possibilité, c'est une option pour le particulier, mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que sur ce territoire-là, vous pouvez, en tant que mare, proposer vos services. Alors vous allez vous dire, effectivement, ça va être un service qui va être moins bien doté d'un point de vue financier par rapport à un PIG, mais il y a d'autres avantages. C'est notamment que sur ce territoire-là, les délais sont beaucoup plus longs lorsqu'on part par un PIG. Vous voyez, donc, suivant les besoins du particulier, vous avez quand même des arguments à faire valoir. Alors, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais j'en profite. Par exemple, sur Toulouse, il y a eu une clarification qui a été faite. Déjà, au début, en début de dispositif MAR, dans les secteurs OPH, PIG, c'était les mares historiques qui étaient affectées et donc les mares indépendants ne pouvaient pas intervenir. Donc ça, c'est quelque chose qui a été levé. Donc les mares indépendants peuvent faire leur mission et faire bénéficier aux ménages les aides supplémentaires. Normalement, dans le 31, il y a 20% du hors-taxe en plus pour les TMO par rapport à l'aide nationale. En gros, ce qui est la distinction entre passer par un mare historique et un mare indépendant, c'est l'avance des frais d'accompagnement. C'est-à-dire que quand un ménage passe par Solia, Urbanis ou des grosses structures qui ont un contrat, qui sont opérateurs, le ménage ne paye pas d'audit, il ne fait pas cette avance. Quand il fait par un mare indépendant, il doit le payer, même si derrière, il a la subvention qui permet de couvrir ses frais. Donc je ne sais pas si c'est pareil, c'est cette mode opératoire s'applique pareil partout dans les départements. Ça dépend du mare historique aussi, enfin de l'opérateur historique. Tous n'ont pas le même mode de fonctionnement et le système de l'avance des frais, il n'est pas systématique du tout. Ça dépend vraiment de la structure qui est titulaire du marché sur l'OPA ou le PIG. Et j'en profite juste pour ajouter quelque chose parce que ça a été diffusé il n'y a pas si longtemps. Il y a eu je perds le mémo, sur les avances concernant les propriétaires modestes et très modestes. Elles ont été diminuées à 30% maximum. Le texte est sorti le 9, il a été diffusé le 9 janvier. Il est disponible sur l'Extra Rénov. Donc c'est diminué à 30%. Et par contre, les acomptes sont toujours possibles jusqu'à 70%, entre 25 et 70% sur facture de situation de l'entreprise. Parce qu'on a eu beaucoup de problèmes de fraude d'entreprises qui percevaient les avances, soit directement, soit via le propriétaire, et qui ne faisaient jamais les travaux. Donc l'ANA a décidé de baisser le montant de l'avance. Voilà. Question de terrain par rapport à cette demande d'acompte. Par exemple, pour les menuiseries, les fenêtres, portes et ça, les entreprises de travaux, dans l'univers des travaux, en fait, ils ont besoin de commander à l'usine les fenêtres, et donc il faut une facture d'acompte, une facture de commande de matériaux. Est-ce que vous le recevez, vous, dans les demandes d'acompte, oui ou non? Parce que normalement, c'est l'avancement, c'est 25% d'avancement des travaux.
Ok. Alors, vous pouvez clarifier? C'est l'avance. Ça veut dire que les travaux sont au moins avancés de 25%. Donc la commande de matériel ne fait pas partie de l'avancement des travaux. Ok. C'est comme ça que, après, là, j'interprète comme ça. Oui, non, mais- Ça demande aussi réétude. Ça dépend. Enfin, en voyant le projet, on pourrait aussi demander à l'assistance réglementaire de l'ANA d'apporter une réponse sûre. Parce que quand vous avez des questions comme ça réglementaires, vous pouvez nous les transmettre. Nous, on transmet à l'assistance réglementaire de l'ANA et comme ça, on a une réponse sûre de l'assistance réglementaire. Et vous pouvez aussi le faire, vous, par l'Extra Rénov. L'Extra Rénov, vous avez aussi l'assistance et vous pouvez poser vos questions. Et donc, c'est pas une réponse fixe. En fait, normalement, on le traitait dans les avances. Là, s'agissant des menuiseries, je sais pas. Oui, non, mais je veux dire ça, mais c'est de manière globale. C'est-à-dire que moi, les artisans, on les connaît à force. Et donc, ils sont inquiets parce qu'ils disent, moi, il faut que je commande les équipements, les matériaux avant de le poser. Et donc, il y a une grosse part de ça. Et avec 30% d'avance, ça permet maintenant plus. Donc, bon, ça, c'est des choses qu'on va faire remonter au-delà, quoi. Hein. Mais donc, du coup, dans les demandes d'acompte, l'idée c'était de clarifier si qu'est-ce qui peut passer dans la demande d'acompte. Mais bon là, visiblement, il faut clarifier. On n'a pas eu plus d'informations que ce qui a été diffusé réglementairement le 9 janvier. Ok. Juste pour préciser, c'est 25%, c'est 25% d'avancée, c'est pour 25% de travaux réalisés. Non, c'est pour la compte. La compte. C'est pour la compte. C'est 30%. Alors, l'avance, c'est 30% maximum. De la subvention. De la subvention. Non, pas par lot, 30% de la subvention. Global. S'il y a le devis, le calcul de l'avance. Alors, le calcul de l'avance, il se fait en fonction de la mention de l'avance demandée par l'entrepreneur au moment à la signature du devis. Donc 30% à signature du devis, 40% à signature du devis. Ça, la demande d'avance qui sera faite auprès de nos services, elle ne pourra pas dépasser 30%, même si l'entrepreneur demande 50 ou 40. L'acompte, c'est sur facture de situation de l'entreprise. Donc si à 30% d'avancement du chantier, l'entreprise fait une première facture de situation, elle pourra nous être transmise et nous, on calcule l'avancement par rapport à ce qu'on a au poste subventionnable. Et si l'avancement il est d'au moins 25%, et ben on paiera une subvention du pourcentage de l'avancement des travaux, correspondant au pourcentage de l'avancement des travaux. Et le décret de décembre, il ne disait pas que la compte il descendait à 50%? Eh bien, il y a un texte qui a été sorti le 9 janvier. C'était le conseil d'administration de l'ANA en décembre, et là, c'est les textes officiels qui sont d'application. Bonjour, Sacha du bureau d'études thermiques ITAC. J'avais une question concernant les demandes de subventions pour les propriétaires bailleurs, modestes et très modestes, où on est complètement démunis sur le montage du dossier, puisqu'il n'y a aucune plateforme pour le déposer, et c'est encore par voie postale, sauf que c'est des vieux documents qui reposent sur, je crois, Loc Avantage, donc qui sont très incohérents. En tout cas, les documents qui sont à notre disposition, qu'on doit remplir, c'est complètement incohérent avec tous les autres dossiers de subvention actuels. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez de la visibilité sur comment on peut monter ce genre de dossier, mais nous, pour l'instant, on a arrêté d'accompagner ce genre de ménage, parce qu'en fait, on est complètement démunis sur ce montage de dossier. Donc MPR, là ce que vous parlez, c'est donc MaPrimeRénov, parcours accompagné pour les propriétaires bailleurs. Non, pour les propriétaires bailleurs modestes et très modestes. Donc oui, c'est ce que je viens de dire. Ah non, parce que sinon, ça s'appelle, c'était un conventionnement avec travaux. C'est différent, il y a deux parcours. Vous avez deux parcours en partie. C'est vraiment de rénovation d'ampleur. Eh ben c'est ça, c'est MaPrimeRénov, parcours accompagné. Pour les propriétaires bailleurs qui sont modestes ou très modestes. Non, c'est impossible. Enfin, vraiment, dès qu'on se renseigne, on est rebasculé sur mon projet pour un art. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Sur la plateforme, mais vous le faites pas sur sur le parcours. Le parcours, il s'appelle comme ça, mais il n'existe pas encore. Ah, mais du coup, comment on fait? C'est pour ça qu'il faut soit nous l'envoyer par mail, soit par courrier. Mais quel document? Enfin, qu'est-ce qu'on doit envoyer? Comme vous faites la même chose que ce que vous faites pour un propriétaire occupant. C'est exactement les mêmes documents. Tous les documents, ils sont disponibles sur l'Extra Rénov
C'est exactement ça. Et puis, peut-être, alors pour voir que la taxe d'habitation, comme quoi ça appartient mal à personne, voilà, sinon, c'est tout. Hein. Ouais, bah, c'est exactement les mêmes documents, sauf qu'il faut la taxe d'habitation pour prouver. La taxe foncière, oui. Oui, pardon. Elle n'existe plus. Désolée, excusez-moi, la taxe foncière, oui. Ça marche. Bah, je prendrai votre contact puisque moi j'ai juste pris connaissance de documents où à chaque fois on nous dit qu'il faut le remplir mais les informations elles sont pas regardées. Enfin c'est un peu complexe. Alors notre contact, si vous avez un dossier sur les Hauts-de-Seine, mais les Hauts-de-Seine, donc je sais pas, vous avez fait un mail par rapport à ce sujet-là, c'est ça? Non, c'était sur une autre délégation, mais du coup, mais en tout cas nous on les reçoit, oui, on les reçoit. Et on les traite. Bah, c'est bon à savoir. Nous, on a l'impression qu'ils sont complètement perdus sur les autres délégations. Alors, envoyé par mail. Hein. Ouais. Par mail. Recevoir du courrier dans une préfecture. Non, par mail, on préfère, nous. Par mail, c'est mieux. On préfère par mail. Et puis, normalement, je pense que pour mon projet ANA, ils vont l'ouvrir dans quelques mois. Enfin, normalement, c'est prévu que ça soit ouvert sur mon projet ANA. Mais pour l'instant, on fait par document. Ça pose pas de problème. S'il manque des documents, pareil, on revient vers vous. C'est pas laissé à l'abandon à côté sur une armoire, quoi.